dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur France 3 Bretagne. Ce matin, coup de projecteur sur Braize Biodive, une toute jeune fondation qui agit en faveur de l'environnement et pour la biodiversité en Bretagne. Chaque année, un thème est valorisé. En 2021, c'était la forêt. En ce moment, l'accent est mis sur l'eau, l'occasion de faire un point sur les projets retenus autour de la biodiversité et les forêts. Pour en parler avec nous, Carole Lebéchec, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère régionale, présidente de la fondation Braize Biodive. Dominique Périot, bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésident de l'association Climaction. Hervé Guyot, bonjour. Vous êtes administrateur de France Nature Environnement Bretagne. Serge Apriou, bonjour. Vous êtes fondateur et directeur de Kengo. Et en visio avec nous, Maïwen Abgal, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de mission Crédit Mutuel Arkea. Bienvenue à toutes et à tous. Alors, Carole Lebéchec, d'abord, la particularité de cette fondation Braize Biodive, c'est quoi ? Alors, cette fondation Braize Biodive, qui a été créée fin 2020, en fait, elle a la particularité d'associer des fonds publics et des fonds privés. C'est une fondation. Le but, c'est qu'on arrive à lever le plus de fonds possible pour pouvoir financer après le plus de projets concrets en Bretagne, des projets qui vont, comme vous l'avez dit, défendre la biodiversité, reconquête de la biodiversité, que ce soit par exemple, premier appel à projet forêt et biodiversité, deuxième appel à projet maintenant, eau et biodiversité. Et c'est assez inédit, ce partenariat public-privé ? Tout à fait, c'est très innovant comme outil et nous, ce qu'on espère, c'est qu'on ait un effet de levier le plus important possible. Donc, séduire les entreprises, enfin que les entreprises viennent abonder ce fonds, puisque les collectivités et en premier lieu le conseil régional abondent aussi ce fonds. Et donc, comme ça, on verra tout à l'heure, mais les citoyens aussi vont pouvoir le faire très bientôt. Et donc, l'idée, c'est de vraiment financer les projets concrets sur le territoire breton. Maïwen Abgal, chez Arkea, vous avez intégré la dynamique dès les débuts. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous investir sur ce terrain-là ? Écoutez, ça a été une évidence pour le groupe Crédit Mutuel Arkea qui collabore énormément avec la région Bretagne sur d'autres véhicules tels que Braize Rebond, Braize Immo par exemple. Et vous savez, on a mis au cœur de notre stratégie tout ce qui était enjeux sociétaux et enjeux environnementaux. Et donc tout naturellement, la biodiversité, c'est quelque chose qui nous parle. Et je crois qu'on n'y arrivera que si on coopère. Et comme le disait Carole, effectivement, il va falloir allier les compétences privées, les compétences publiques et surtout la mise en lumière et l'engagement des citoyens pour que on puisse œuvrer et préserver cette biodiversité qui nous est chère. Carole Lebéchec, est-ce que ça a été facile d'aller chercher des acteurs privés ? Ah non, c'est pas. Quoi la difficulté ? C'est pas facile parce qu'il faut se faire connaître. Alors c'est vrai qu'on rencontre aussi des acteurs qui sont très intéressés, mais il faut passer le pas aussi. Alors c'est dans le cadre aussi beaucoup de leur politique RSE, responsabilité sociétale d'entreprise. C'est du mécénat environnemental, donc ça demande aussi d'avoir une impulsion de ces entreprises vers ces idées. Mais en général, quand on leur présente Braize Biodiversité, elles sont très intéressées parce que ça parle à tout le monde. En plus, la structure, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mais on a mis en place un comité d'orientation. On travaille vraiment en coopération avec les associations environnementales, avec des chercheurs, c'est-à-dire qu'on va financer des projets qui sont vraiment très bien pensés, très intelligents, dont on va assurer le suivi aussi. Donc, on veut vraiment que ce soit marquant pour le territoire. Et à quelle hauteur contribue chacun financièrement dans la fondation ? C'est 50-50 Alors, nous, ce qu'on souhaite, c'est 45 publics et 55 acteurs privés. Ça, c'est au début, à la genèse, où on dit ça, mais à peu près moitié-moitié. Donc, on recherche aussi d'autres collectivités qui viennent nous aider. Par exemple, les conseils départementaux, les communes, les communautés de communes. Alors, pour le premier appel à projet, vous avez décidé de vous consacrer à la forêt. Pourquoi ce choix ? C'est vrai que la
biodiversité, c'est très très large. Pourquoi la forêt en premier lieu? La forêt, l'arbre en général, ça remplit des services qu'on appelle les services fournis par la nature énormes. C'est très bien pour l'atténuation au dérèglement climatique, pour l'adaptation au dérèglement climatique, pour la qualité de l'eau, la qualité des sols et beaucoup aussi bien sûr pour la biodiversité. Donc, et puis, alors quand je vous disais l'adaptation, on pense à l'arbre en ville. Mais il y a aussi l'arbre en forêt et tout ça en fait accueille la biodiversité et il y a beaucoup d'autres avantages. Donc on a eu envie de commencer par l'arbre et je pense d'ailleurs qu'on y reviendra, c'est-à-dire que cet appel à projet-là sera renouvelé très très vite. Dès qu'on a assez en fait de fonds, on renouvelle cet appel à projet parce qu'il a rencontré évidemment l'intérêt de beaucoup de porteurs, beaucoup d'associations, beaucoup de collectivités. On a eu 37 demandes sur le premier appel à projet notamment. 37 demandes et on en a retenu. Et 10 retenues. Donc on va se rendre à Saint-Sanson sur Rance où une forêt-jardin a vu le jour grâce à l'appui de la fondation Braize Biodive. Et Evan s'est rendu sur place pour l'occasion. Oui, bonjour à tous. Je suis à Saint-Sanson sur Rance avec Olivier. Merci de nous accueillir, Olivier, dans ce parc, jardin, forêt. Alors, forêt-jardin. Forêt-jardin, mais en plein centre-ville. C'est ça. Qui a bénéficié du projet Braize Biodive. Vous allez nous en parler, mais dans un premier temps, racontez-nous quel est le concept de cette forêt-jardin. Alors, c'est un petit espace qui fait environ 1500-2000 m². Donc, l'idée, c'est d'avoir différentes strates paysagères différentes strates arbustives, qui vont permettre d'avoir une variété, une certaine biodiversité. Donc on a mis, il y a déjà des grands arbres, on a mis des arbres, il y a des petits arbres, on a mis aussi des petits fruitiers, et puis comme celui-ci, voilà. Ça, c'est du cassis. Ouais, oui, alors celui-ci, je me demande si c'est pas du noisetier, c'est du noisetier, ça. D'accord. Et puis au sol, on a aussi implanté pour faire la strate herbacée, on a mis des aromatiques, une grande variété d'aromatiques. Donc l'idée, c'est de recréer une forme de biodiversité. Et qu'on puisse la manger. Et qu'on puisse la manger. Parce que le titre complet, c'est une forêt-jardin gourmande. Ah donc, oui, ça donne envie. Et pourquoi avoir fait ce choix? Parce que l'idée, c'est d'avoir des habitants qui découvrent des essences qu'ils ne connaissent pas forcément, qu'ils s'approprient cet espace. Et puis derrière, de recréer une biodiversité qui n'existait plus. C'est un espace qui était auparavant un grand espace vert tondu en permanence. Avec souvent d'ailleurs une haie qui était composée en grande partie d'espèces invasives. Oui, parce que ça, c'est un vrai problème sur la commune. D'ailleurs, sur plein de communes de Bretagne, les espèces invasives. Il y avait quoi comme... Alors, il y avait une haie, il y avait notamment du laurier-palme, ou ce genre d'espèces qui est très présent sur la commune. Qui est une plaie, pour être clair, puisqu'on la taille souvent, ça fait beaucoup d'entretien pour les agents. Le sol était tondu, mais au bout du compte, les gens n'y passaient jamais. Alors que là, on a recréé un cheminement, on a implanté des espèces qu'ils ne connaissent pas, donc qui vont découvrir, et on voit déjà des gens qui circulent, qui viennent, qui découvrent. Alors là, déjà, il faut préciser, on voit, il y a pas mal de terre à nu, mais vous venez de semer une prairie fleurie. Oui, c'est ça, parce que là, il est un petit peu trop tard pour planter des arbres, donc on va le faire à l'automne. Mais déjà, il y a tout un espace qui a été fait par un paysagiste qui donne déjà envie aux gens et qui découvre ça, qui se pose des questions aussi. Alors, Braize Biodive, parlons-en, parce que sans le budget que vous avez reçu, vous n'auriez pas forcément pu avoir ce jardin. Expliquez-nous comment ça s'est passé et qu'est-ce que ça vous a apporté. Braize Biodive, c'est un financement important pour nous, puisque c'est 80% du budget total. Et c'est derrière aussi se lancer dans un projet qui avait des critères précis, qui notamment nécessitait de planter beaucoup d'arbres, ce qui nous convenait complètement. Et donc on est vraiment là-dedans. Et puis en même temps, c'est un accompagnement aussi, c'est des conseils. Donc vous avez reçu 24 000 €, ça représente à peu près 80% de l'enveloppe nécessaire. En sachant que dans les 20% qui restent, c'est du temps à agents, donc les agents vont consacrer du temps à ça. Donc nous, les agents de la mairie, les agents de la mairie, ça ne nous coûte pas forcément plus que ce qui existait avant, puisqu'ils passaient déjà du temps ici. Et puis il y a aussi du temps bénévole, ça c'est important pour nous. Le temps bénévole. Ouais. On va continuer à en parler parce qu'on n'a que 3 minutes et on n'a déjà plus le temps, mais c'est pas grave, on se retrouve dans une poignée de minutes avec Béatrice qui vous a accompagné aussi. Exactement. Et qui va nous parler de plein de choses hyper bien pour ramener de la biodiversité dans son jardin. À tout à l'heure. Allez, merci beaucoup Evan. À tout à l'heure. Ce que l'on voit, Carole Lebéchec, c'est que finalement, tous ces porteurs de projets qui se sont investis dans Braize Biodive, ils étaient déjà impliqués dans cette dynamique de biodiversité avant même la fondation.
Ce sont pas des gens qui se sont réveillés un matin en se disant tiens, je vais aller planter des arbres. Alors c'est vrai qu'on a la chance en Bretagne d'avoir des acteurs, notamment les acteurs associatifs, qui sont très impliqués sur ces domaines-là, et des collectivités aussi qui veulent de plus en plus s'impliquer. Ce qui manquait, c'est comme on a vu sur Saint-Sanson, c'est parfois c'est l'argent, les moyens financiers pour pouvoir concrétiser ces projets. Mais voilà, Brest Biodive permet justement de démarrer ces projets-là. Hervé Guyot, vous connaissez bien le tissu associatif. Cette question de la forêt, c'est quelque chose dont on s'est déjà beaucoup emparé dans la région ou pas ? Oui, sans doute. On a des associations environnementalistes sont intéressées par l'écosystème forêt puisque ça accueille une biodiversité importante, ça accueille beaucoup d'animaux, ça accueille aussi des végétaux bien particuliers. Et depuis que les naturalistes sont naturalistes, ils s'intéressent à l'écosystème forêt, mais pas que. Parce que la forêt permet aussi, par l'effet de lisière ou des choses comme ça, d'avoir d'autres milieux qui sont intéressants. On s'en intéresse depuis tout le temps. C'est quelque chose de très important pour nous. Et vous dites souvent qu'il faut penser en termes d'habitat, pas uniquement planter des arbres pour planter des arbres, mais c'est... Non. Dans le reportage, on nous parle de différentes strates, d'avoir de l'herbe, d'avoir des arbustes, d'avoir des jeunes arbres et des arbres de haut jet. Ça, c'est extrêmement important parce qu'une forêt où il n'y aurait que des arbres et rien d'autre en dessous n'apporterait pas forcément énormément de choses. Et les habitats sont indispensables à la qualité de la biodiversité. Alors chez Climaction, vous en connaissez un rayon sur les arbres. Vous êtes mobilisé depuis un petit moment sur le territoire de Vannes, depuis 2016. Et pourquoi, pour vous, la forêt est un pilier, justement pour sensibiliser sur cette question de la biodiversité? Pourquoi vous vous êtes emparé de cet outil-là? Alors, on s'est emparé de la forêt comme enjeu face au changement climatique. En fait, dès le départ, dès la création de l'association, qui a démarré même un petit peu avant. Alors, pourquoi la forêt? Parce que la forêt, d'abord, c'est un milieu extraordinaire. C'est un milieu extraordinaire, mais d'abord qui est peu connu et qui présente un paradoxe. La forêt, c'est une des solutions face au changement climatique, puisqu'elle séquestre le carbone que nous émettons, mais en face, elle est très vulnérable par rapport au changement climatique. On voit aujourd'hui tous les dépérissements et il nous paraissait important de réfléchir à l'adaptation des forêts bretonnes et également contribuer à l'atténuation de nos émissions de gaz à effet de serre en mettant en place des petites forêts. On travaille sur des petits espaces pour des terrains qui sont mis à disposition des collectivités. On travaille essentiellement pour les communes, les communautés de communes, et avec une démarche un petit peu différente de ce qui peut se faire ailleurs, c'est-à-dire on plante des essences très diversifiées pour la résilience de ces forêts. On choisit évidemment nos essences en fonction du sol, en fonction de leur adaptation au changement climatique, en fonction de l'amélioration de la biodiversité, puisque c'est également un élément important. Et on a essayé de travailler sur ces démarches avec des suivis ensuite de biodiversité, des suivis de croissance. Et l'autre particularité, c'est également le cofinancement de nos plantations. Et justement, comment vous avez accueilli la création de Brest Biodive, puisque vous êtes sur le terrain depuis 2016, Brest Biodive arrive fin 2022. Comment ça s'est passé pour vous? Pourquoi vous avez postulé? Alors, on a postulé parce que ça nous paraissait important de répondre à ce programme Brest Biodive qui correspondait bien à ce que nous, on avait lancé. La même démarche, améliorer la biodiversité, travailler sur le changement climatique, mais également réunir autour d'un projet tous les acteurs d'un territoire, à savoir des entreprises, des collectivités, nous on réunit les enfants, les habitants, les associations environnementales, on réunit tout le monde et on propose également aux entreprises de cofinancer les plantations, dans le cadre non pas d'une compensation carbone, mais de leur contribution
à l'amélioration du patrimoine forestier de leur commune, puisque la particularité, c'est qu'on demande à des entreprises très locales de venir accompagner cette plantation en la cofinançant, mais aussi en permettant aux salariés de venir planter des arbres, par exemple. Dominique Perriot parle à la place de la compensation, de la contribution. Est-ce que ça, c'est un élément important aujourd'hui ? Alors, pour faire changer les choses. Alors la contribution de tous, sans doute, oui, c'est ça, la coopération de tous, parce que ce soit par rapport à la biodiversité ou par rapport au changement climatique ou le fait d'essayer de réduire nos émissions, on voit bien que tous les acteurs sont concernés à toutes les échelles. Donc c'est très important. Et donc dans la fondation Brest Biodive, la façon dont on regarde les projets, c'est aussi par rapport à ça. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une vraie coopération collectivité, association ? Et il y a les entreprises qui sont présentes parce qu'elles financent aussi. Donc on voit bien qu'on réunit tous les acteurs. Et c'est ça aussi qui fait son succès, je pense. Maïwenn Abgral, c'est aussi une manière pour vous, en tant que banque, de continuer à apprendre sur ce sujet, finalement, la biodiversité qui ne fait pas forcément toujours partie de votre quotidien ? Oui, complètement. On échange beaucoup, on participe au comité d'orientation. Toutes les décisions sont prises collectivement au sein de Brest Biodive. Donc effectivement, il y a des associations expertes en matière de biodiversité. Nous, on n'est qu'au début du chemin finalement dans la finance. Et pour autant, on sait que la finance fera partie de la solution. Donc, effectivement, on monte en compétences, on n'est qu'au début de l'aventure, mais il va falloir qu'on puisse orienter les flux, c'est un peu technique, mais il va falloir qu'on puisse orienter les flux financiers vers des projets de plus en plus durables et qui prennent en considération ces enjeux de biodiversité. Alors, on n'en est pas encore là, mais dans nos politiques de financement et d'investissement, progressivement, ça va arriver parce que c'est un enjeu tellement important qu'il va falloir qu'on accélère et la finance est vraiment au cœur de la solution du système. Vous espérez à terme que ça ait des effets sur vos pratiques ? Oui, complètement. Il faut aussi qu'on soit exemplaires nous-mêmes, mais qu'on puisse accompagner nos clients. Et c'est aussi comme ça qu'on apprend. On s'inscrit sur un temps long. Voilà, il ne faut pas être donneur de leçons, il faut être très humble. Et du coup, progressivement, incorporer petit à petit ces enjeux-là dans nos stratégies, dans les manières d'accompagner nos clients privés, particuliers, les collectivités locales également, et les entreprises, puisqu'on voit bien que c'est qu'en travaillant tous ensemble et quand chacun d'entre nous aura pris en considération ces enjeux, qu'on réussira ce gros pari. Après, on fait déjà des choses au niveau local, et je crois que l'échelon local, la proximité, c'est primordial, et c'est aussi ce qui nous anime dans ce fonds Brest Biodive, c'est l'échange entre les différentes parties prenantes. Et pour vous donner un exemple, on a accompagné des agriculteurs dans le pays du Blavet notamment, qui se sont unis, qui se sont alliés pour faire des prestations au profit de la biodiversité. Ça s'appelle des paiements pour services environnementaux. C'est poussé par le ministère de la Transition écologique et le ministère de l'Agriculture. Et en fait, on a contribué via le Crédit Mutuel de Bretagne à mettre en place et à concrétiser ce premier contrat de paiement pour services environnementaux auprès des agriculteurs engagés. Peut-être une dernière question, Hervé Guyot. Cette complémentarité entre monde associatif, secteur privé, pouvoir public, comment vous la vivez, vous, puisque vous êtes sur le terrain en général depuis de nombreuses années, et le fait de voir cette force commune qui se crée, comment vous vivez ça ? On ne peut que s'en réjouir, puisque on s'est regardé peut-être en chien de faïence pendant pas mal de temps. Les naturalistes, ou que l'on appelait les écolos d'un côté et la production de l'autre, c'était le diable, il faut le dire. Aujourd'hui, on est contraints de travailler tous ensemble. Si on ne travaille pas tous ensemble, on n'arrivera à rien. Et donc, où on reste sur nos précarés et on continue à regarder l'autre en le traitant de tous les noms d'oiseaux, où on se dit qu'on peut faire un bout de chemin ensemble, et c'est les bouts de chemin de tout le monde qui vont nous faire avancer un peu plus. Merci beaucoup Maïwenn Abgral d'avoir pris le temps d'être avec nous ce matin. Nous, on va prendre la direction de Saint-Sanson-sur-Rance, où une conscience écologique est en train de prendre racine, et Evan rencontre les gens sur place.
Oui, nous sommes toujours à Saint-Sanson et maintenant je suis avec Béatrice. Merci de nous avoir rejoints, Béatrice. Avec plaisir. Alors, vous travaillez pour l'association Cœur Émeraude. Votre travail, il est double, j'ai envie de dire. Vous avez plein de casquettes, mais vous œuvrez pour ramener la qualité de l'eau sur le bassin versant de la vallée de la Rance et aussi pour le futur parc naturel régional qui intégrera 74 communes, dont Saint-Sanson. Et sur ce projet de forêt gourmande, forêt-jardin gourmand, vous avez aidé Olivier et toute l'équipe à le mettre en place. Comment ? Alors effectivement, nous travaillons avec les collectivités locales, donc les 74 communes du futur parc naturel régional. Donc, on a accompagné la commune dans le dessin général de la coulée verte, voilà, avec une importance donnée au lien créé entre deux corridors écologiques de part et d'autre en fait, de la commune, puisqu'on a la vallée de la Rance pas très loin. Et donc ici, on pouvait créer un espace de nature. Donc on a conseillé... En fait, il y a cette coulée verte qui arrive et qui débouche, on va y retourner dans le fameux jardin, et dans lequel en fait, vous avez prouvé que c'est hyper important pour une commune d'avoir un petit écrin de biodiversité, même en plein cœur de la ville, quoi. Absolument. Donc là où on a fait de la fauche tardive, donc sur le secteur à gauche, on a de la fauche tardive et on arrive sur un secteur qui était complètement tendu. Et l'objectif, en fait, c'est de recréer un milieu naturel avec toutes ses fonctions. Donc avec des arbres, des arbustes, une strate arborée, avec une possibilité pour les eaux pluviales de se réinfiltrer dans les sols. Parce que ça, quand on a de la pelouse, par exemple, chez soi, une pelouse tondue à ras, est-ce que l'eau, elle s'infiltre ou pas? Alors, quand on est tondu à ras, non seulement donc, on n'aura pas de biodiversité puisqu'on n'aura plus de fleurs, mais en plus, la pluie va venir tasser le sol et créer une croûte, ce qu'on appelle de battance, qui va empêcher l'eau de s'infiltrer. Donc, on va se retrouver sur une zone imperméabilisée, comme parfois dans les zones agricoles, où le sol est très tassé et l'eau ruisselle dessus. Donc l'objectif, c'est d'éviter les inondations, mais aussi de permettre au sol de réintégrer non seulement l'eau, mais aussi au sol vivant de réintégrer l'oxygène, de manière à ce que messieurs les vers de terre et tous leurs amis champignons et bactéries jouent leur travail. Et du coup, c'est aussi une vraie réponse au réchauffement climatique. Absolument. À une échelle locale, de montrer qu'on peut faire des choses facilement, rapidement. Oui, effectivement, clairement. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va créer des zones d'ombre et de fraîcheur. Avec sous cet arbre. Tout à fait, avec une réelle baisse de la température dans ces zones de fraîcheur. Des zones aussi de rencontre, effectivement, où les gens vont pouvoir se poser sur le chemin, donc de zones de confort, et aussi du stockage de carbone, parce que dans la question climatique, il y a la question du stockage de carbone. Donc du stockage de carbone dans les troncs des arbres, mais pas que, puisque la matière organique, au fur et à mesure, va tomber, recréer un sol, et le sol, tout le monde ne le sait pas, mais le sol, c'est un gros stocker de carbone pour peu qu'on le laisse vivre. Bon. Donc, voilà. Je suis désolé, on a déjà quasiment plus le temps. Le temps passe trop vite à Saint-Sanson-sur-Rance. On va aussi tout à l'heure rencontrer Vianney, qui est un paysagiste avec lequel vous travaillez et qui a choisi des variétés locales pour repeupler cet endroit. Il nous en parlera dans une poignée de minutes. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Evan. À tout à l'heure, on le disait, donc un premier appel à projet consacré à la forêt, 10 projets retenus. Quels ont été les critères de sélection? Comment on sélectionne des projets à Brest Biodive? Eh bien justement, on en parlait tout à l'heure, il y a un comité d'orientation donc qui réunit les associations environnementales, des experts de la forêt, de la biodiversité. Il y a aussi nos partenaires, nos premiers cofondateurs, les acteurs privés, et puis des agents aussi de la région. Et donc on étudie ces projets vraiment en fonction de leur intelligence. Tout à l'heure, Dominique disait, ils étudiaient les essences que l'on mettait, parce qu'en fonction du réchauffement climatique, eh bien, les essences que vous plantez aujourd'hui, est-ce qu'elles pourront résister dans 30 ans, dans 40 ans? Alors certes, on ne peut pas le dire à 100%, mais en tout cas, on a déjà, quelques idées sur ce fait-là. Et puis, elle parlait aussi de la variété. Effectivement, il faut qu'il y ait une variété d'essences qui soit plantée pour accueillir le maximum de biodiversité. Et ce qui est très, très important aussi pour nous, on parlait tout à l'heure de la coopération, c'est que ce soit des projets qui favorisent cette coopération.
d'orientation, parce que, par exemple, la sensibilisation du public, là on voit que Saint-Sanson-sur-Rance, c'est un exemple aussi, c'est très connecté avec la population, puisque ce sont des espaces publics, des espaces ouverts, il y aura la sensibilisation des publics, des enfants, de tous les âges, et ça c'est extrêmement important aussi pour notre reconquête de la biodiversité. Donc le comité d'orientation étudie tous ces aspects et donc évalue donc, tous ces projets, et ce sont les meilleurs évidemment qui gagnent comme toujours, mais c'est parce que ce sera les plus impactants pour ce que l'on recherche, c'est-à-dire favoriser la biodiversité. Et quels sont les points auxquels vous avez été sensible, Hervé Guyot, sur les projets que vous avez eus à votre connaissance? Vous qui êtes un peu spécialiste de la question, donc peut-être difficile de vous surprendre, mais qu'est-ce qui vous a touché dans l'approche? Je pense que là, ça a été déjà bien dit, hein, c'était la diversité des plantations, la diversité des essences, le respect d'un certain nombre d'équilibres et de lois de l'écologie, avec l'impact que peuvent avoir les différents êtres vivants sur leur milieu, les impacts qu'ils auront entre eux, qu'on puisse y trouver le gîte, le couvert et tout. Ça a été très important. Une chose qui est aussi importante, c'est on essaye dans les associations de ne pas parler de réchauffement climatique, mais de dérèglement climatique, puisque la température, c'est une chose, mais les pluies soudaines et brutales et les périodes de sécheresse à d'autres moments, c'est aussi lié à du dérèglement. Ça, c'est pas... je voulais juste préciser ça. Et au-delà de la forêt, en fait, quels que soient les thèmes épousés, l'enjeu, finalement, c'est de rappeler les bases de l'écologie. Dominique Piriot, parce que la forêt est un prétexte, finalement, mais l'enjeu, c'est la biodiversité. L'enjeu, c'est la biodiversité. Et pour la biodiversité, l'enjeu, c'est de créer les habitats pour accueillir cette biodiversité. Et c'est ça qui est important. La forêt, c'est 30% de la biodiversité terrestre. Donc c'est un milieu qui est extrêmement riche en biodiversité. Donc c'est le prétexte à accueillir cette biodiversité. Mais c'est vrai qu'on a aussi de la biodiversité sur des terres agricoles, dans des marais, dans des zones humides, bien évidemment, dans ces fameuses haies, également ce qu'on appelle, nous, les forêts linéaires. C'est important. Et la forêt qui est aujourd'hui très, très vulnérable, on sait que plus la biodiversité sera présente, plus ces forêts seront résilientes et pourront s'adapter à toutes les catastrophes que l'on connaît aujourd'hui dues à ce fameux changement climatique. Et comment on sensibilise les citoyens à cela? Parce que c'est vrai que vous disiez, on parle de réchauffement climatique alors qu'il faudrait parler de dérèglement climatique. On dit souvent que les espèces disparaissent, mais en fait, elles ne disparaissent pas, c'est qu'elles sont exterminées ou tuées. Comment on fait aujourd'hui pour sensibiliser tout un chacun à cela, Hervé Guyot? Alors, comment on essaye de faire? Comment on essaye, en tout cas. ou comment on met notre énergie à cela? D'abord, on part d'une réalité scientifique. Il faut toujours avoir en tête, les naturalistes, on nous appelle des compteurs. On ne peut pas s'empêcher de compter. On a écrit ça avec COMP. Là. Et on sait que les discours alarmistes ne fonctionnent pas non plus. Pardon ? Les discours alarmistes ne fonctionnent pas non plus. Alors, et du coup, les discours alarmistes ont du mal à passer. Mais il nous faut quand même faire des états des lieux. Et après, je pense qu'on doit faire un maximum de vulgarisation et faire de plus en plus appel à l'émotion, parce qu'on ne peut se souvenir que de ce qui nous a émus. Si on n'a pas été ému par quelque chose, on ne s'en souvient pas. On va vous dire que... Alors, on va mettre sur le même plan la disparition des grands animaux africains avec la disparition des moustiques. On va vous dire, c'est bien si les moustiques disparaissent, mais ça ne sert à rien, ça fait que piquer les gens. Eh bien non, ils servent aussi à quelque chose dans l'équilibre de la biodiversité, tout autant que les lions et les éléphants. Donc c'est tout ça pour pouvoir après protéger. Plus on aura de monde ému, sensibilisé, des scientifiques qui pourront donner la réalité scientifique, on pourra se lancer dans des programmes à condition qu'il y ait des volontés réelles des décideurs
à prendre les bonnes décisions, ou les décisions qui vont dans le sens de la biodiversité. Ouais, justement, pour sensibiliser le grand public, vous avez fait appel à la plateforme Kengo, dont Serge Apriou est le directeur et le fondateur de cette plateforme de financement participatif. D'abord, c'est tout naturellement que vous avez dit OK à Brest Biodiv quand ils vous ont sollicité, Serge Apriou. On était ravis d'avoir été sollicités par la Fondation pour les accompagner vers cette démarche, vers le grand public. D'abord parce que ça fait 7 ans qu'on collecte des dons auprès des Bretons pour financer des projets. C'est près de 4 millions d'euros pour 1000 projets, grosso modo, financés sur ce laps de temps. Des projets qui ont d'ores et déjà, pour certains d'entre eux d'ailleurs, des envies de modification justement pour pallier à ces éléments du dérèglement climatique. Nous sommes société à mission depuis quelques mois maintenant, et cette capacité qu'a la plateforme à présenter les projets au plus grand nombre, aux internautes, vous évoquiez l'émotion. Et en fait, les gens ne donnent pas parce que le cerveau a compté quelque chose. Les gens donnent parce qu'ils sont touchés avec 2 organes. Soit le cœur, j'adore ce que vous faites et je vous accompagne. Soit les tripes. C'est affreux ce qui se passe et je veux changer les choses. Et si on arrive à toucher le cœur ou les tripes, on a réussi à mobiliser quelqu'un. Et en fait, c'est ce que nous faisons. À travers la communication qu'on met en place autour des projets, à travers des choses comme ça, on essaye de parler au plus grand nombre de la façon la plus simple possible, comme une conversation du quotidien, de leur faire comprendre que ce qui se passe autour d'eux, c'est valable vraiment pour eux, c'est valable dans l'ensemble de l'écosystème dans lequel ils vivent, mais aussi pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Les gens qui participent au projet sur Kengo essayent de définir d'une certaine façon, de petit projet en petit projet, une certaine vision de ce qu'ils voudraient que la Bretagne soit. Et c'est à ça que nous participons. C'est ça, Carole Lebéchec, la prochaine étape, finalement, c'est aussi de faire connaître Brest Biodiv au plus grand nombre, même ceux qui ne sont pas forcément dans l'association Climaction ou qui n'habitent pas à Saint-Saëns-sur-Rance. Oui, tout à fait, parce que, comme on l'a dit, il faut donc modifier nos comportements à toutes les échelles, donc y compris à l'échelle individuelle. Donc, plus on touchera les gens avec le cœur, évidemment, et peut-être devenir compteur. Parce que tu disais MPT, mais c'est aussi CONTER, compter la Bretagne de demain, enfin toucher les gens avec le cœur, sensibiliser les gens, c'est déjà agir, c'est la moitié de l'action. Et même pour ces projets-là, on voit bien qu'on a besoin aussi de bénévoles, aussi de gens qui travaillent avec les associations, qui ont envie de planter. Ça marche très bien, les chantiers participatifs où on plante les arbres. Donc on a besoin à la fois de gens qui soutiennent bien sûr Brest Biodiv, peut-être aussi avec leur porte-monnaie, oui, mais aussi avec leurs mains, qui mettent la main dans la terre. Et ça, c'est aussi un sujet qui sera intéressant, parce que participer aux actions, c'est très valorisant, ça fait plaisir. Parce qu'on voit qu'on n'est plus passif, on est actif pour justement changer, prendre tous ces défis en main, quoi. Justement, chez Climaction, c'est quoi les actions des bénévoles qui participent à vos côtés ? Alors, les bénévoles interviennent lors des plantations. Une plantation, eh bien, ce sont les adhérents de Climaction, mais ce sont aussi les habitants du territoire, ce sont les enfants. En général, on mobilise quelques classes avec les instituteurs. Ce sont les salariés de l'entreprise qui viennent également faire des plantations. On intervient aussi en présentant toutes ces démarches, en présentant l'importance de la forêt, en présentant ce contexte de changement climatique. C'est important aussi toujours de rappeler, en fait, nos parcelles sont des supports pour la connaissance de tous les habitants, et on propose également des suivis. On parle d'amélioration de la biodiversité. Eh bien, on fait un inventaire de biodiversité dès le départ. Ces inventaires de biodiversité sont effectués évidemment avec des associations environnementales, avec les étudiants aussi, mais avec tous ceux qui le souhaitent et avec des salariés d'entreprise. C'est un long processus. Voilà, on a même des entreprises qui nous demandent aujourd'hui, dans le cadre de
leur RSE une intervention à la journée, avec évidemment une petite conférence, mais aujourd'hui on va au-delà des petites conférences et ils souhaitent être concrets, être actifs. Et bien ce sont ces salariés d'entreprise qui prennent les mesures aujourd'hui de nos plans et tous les 2 ans on prend des mesures pour assurer le suivi de croissance. On met des graines par-ci, par-là et ça marche. Allez, on retourne une dernière fois à Saint-Sanson-sur-Rance où Evan nous attend. Et donc pour finir cette visite de cette forêt jardin gourmand, c'est comme ça qu'on l'appelle, Olivier, à Saint-Sanson-sur-Rance, qui a bénéficié d'un financement via Braise Biodiv. Je voulais qu'on rencontre Vianney, bonjour, parce que vous êtes le paysagiste qui a aidé toute la petite équipe pilotée par Olivier à créer cet espace. Comment est-ce que vous avez choisi les variétés comestibles qui ont été plantées ici ? L'important, c'était de choisir des variétés anciennes et des variétés rustiques aussi, notamment pour les pommes, pour les poires et les abricotiers, des variétés adaptées à la région. Voilà, et puis des variétés qui se consomment tardivement. Donc voilà, beaucoup de... Pour étaler finalement et qu'on puisse se régaler tout les récoltes. Voilà, exactement. Et alors vous avez aussi travaillé sur le plan d'entretien, d'ailleurs on va continuer à se promener sur le plan d'entretien pour l'optimiser au mieux et éviter de passer votre vie à venir tondre. Oui, voilà, lors de la conception, on a vu, il y avait quelques petits, je ne veux pas dire de défauts, mais des petites choses à modifier, puisque nous, on entretient les jardins, on sait exactement les endroits qui vont être compliqués avec la débroussailleuse ou à la tondeuse, qui risquent de faire perdre du temps à l'employé communal. Donc voilà, on a corrigé quelques petites choses, mais les plans étaient très, très bien réalisés. Alors c'est bien, c'est justement l'avantage de travailler à plusieurs. Il y a un point hyper important, Olivier, c'est que ce genre d'espace, en fait, ça coûte moins cher à une commune. Expliquez-nous pourquoi. Parce qu'en fait, avant, on avait un espace, comme je disais tout à l'heure, qui était très tondu régulièrement, avec des haies qu'il fallait tailler au cordeau. Et au bout du compte, là, on va laisser la nature reprendre sa place. Et donc, ça fait gagner du temps à tout le monde, et notamment aux agents, puisqu'ils vont y passer beaucoup moins de temps, parce que petit à petit, tout ça va s'étaler. Et donc, derrière, on a laissé de la circulation aussi pour les gens qui vont pouvoir donc, marcher sur des espaces. Ce qui va... C'est de la sobriété. Oui, c'est de la sobriété au bout du compte. Vianney, je vous laisse parce que vous avez encore du pain sur la planche. Donc merci beaucoup. Et à bientôt. Et on va terminer avec vous, Olivier. Comment est-ce que vous comptez intégrer les habitants dans cette démarche ? Vous l'avez déjà fait. On l'a déjà commencé, puisqu'on a déjà plusieurs jardins sur la commune. On fait appel aux bénévoles pour planter déjà sur l'espace. On s'est réservé à peu près la moitié du jardin qui va être planté avec les habitants. Et puis c'est aussi une implication indirecte, c'est-à-dire on les encourage à venir regarder, cueillir quand ce sera bon à manger en quelque sorte, pour qu'ils découvrent. Et puis apprendre des choses, parce que derrière il y a aussi l'idée quand on va à l'automne planter des fruitiers, des ateliers de greffage. Apprendre des techniques qui, au bout du compte, se sont souvent perdues dans les communes. Et apprendre aux gens ça, bouturer, greffer. Et du coup, fédérer. Et fédérer. Et puis aussi faire en sorte que les gens se disent tiens, ça pourrait être pas mal chez moi aussi. Ça. Ouais. En tout cas, ça donne envie. Et si un jour vous vous ennuyez, vous pouvez venir en faire une du côté de chez moi, à Carnac. Si vous vous ennuyez, vous pouvez venir aussi donner un petit coup de main comme bénévole. Ok, merci beaucoup. Voilà, encore une belle initiative. Merci Olivier, merci à toute l'équipe. Merci. Et bonne journée à tous. Merci beaucoup, Evan. Après la forêt pour 2022, c'est le lot qui a été privilégié comme thème. Quels sont peut-être les enjeux rapidement en Bretagne ? Pourquoi l'eau ? En fait, là, c'est l'eau en connexion avec la biodiversité, puisqu'on est toujours sur Braise Biodiversité. Et l'idée, c'est de s'attacher aux espaces qui sont donc avec une qualité de l'eau en bon état, écologique, au sens de la directive européenne. Et parce qu'en fait, il y a beaucoup de financement par rapport à la qualité de l'eau, notamment par les agences de l'eau, etc. Mais les espaces qui sont avec une qualité de l'eau en bon état, souvent en fait n'ont plus accès à ces financements. Or, c'est extrêmement intéressant de regarder comment est-ce qu'on peut encore améliorer l'eau et surtout essaimer la façon d'entretenir ces petits cours d'eau. C'est par exemple refaire le lit d'une rivière, les barges d'une rivière. Ça peut aussi vouloir dire de planter sur des
des berges. En fait, c'est comment est-ce qu'on peut ces cours d'eau en bon état, les maintenir en bon état et de faire qu'ils puissent accueillir le plus de biodiversité possible. Donc là, c'était vraiment une demande des acteurs, des associations aussi, de vraiment s'attacher à ça, parce qu'en fait, beaucoup est fait aussi en termes de dispositifs publics pour la qualité des eaux, mais très peu pour ces espaces où la qualité de l'eau est déjà bonne, mais qui n'ont plus accès à des financements. Et pour celles et ceux qui nous regardent, qui voudraient peut-être porter leur projet, quelle est la démarche ? C'est très facile. Il faut donc aller sur le site de Brest Biodiversité, passer peut-être par le site de la région, et vous aurez accès à cet appel à projet, ce deuxième appel à projet. Et alors là, je dis quand même, il faut qu'il y ait 2 volets au moins. Un volet opérationnel, donc comme je vous ai dit, par exemple, des travaux dans le lit de la rivière ou sur les berges, et un volet aussi animation. Toujours cette sensibilisation du public, partage, etc. Donc voilà, c'est tout simple, il faut aller sur le site. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous. Merci à vous qui nous regardez chaque matin sur France 3 Bretagne. Très belle journée.